Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui inquiète beaucoup de gens qui se lancent dans l'immobilier, c'est les dégradations, les dégradations des appartements. Je peux partager quelque chose, une expérience personnelle, et puis on voit où ça nous mène. La première fois que j'ai eu un appartement qui a été saccagé, je me souviens très bien que ça a quand même remué des choses un peu émotionnelles parce que c'était mon bien et quelqu'un d'autre à qui j'avais fait confiance l'avait vraiment saccagé. Donc je me souviens l'avoir vécu un petit peu personnellement. Et là récemment, dans un immeuble qu'on a ensemble, on a eu un appartement qui a été complètement saccagé. Et je me souviens que je le vois maintenant avec le recul, ça a été un non-événement. Ça m'a absolument rien fait. Et je trouve ça assez intéressant dans l'évolution. On peut peut-être en discuter. Est-ce que toi, tu as une expérience similaire ? Ouais, pareil, la première fois que c'est arrivé, on se sent limite violé. Enfin, c'est quelque chose qui nous appartient et qui est dégradé. En fait, il faut apprendre à relativiser tout ça en immobilier, à sortir toute la partie émotion. On est là pour faire de l'investissement. Il faut accepter que ça arrivera. Beaucoup moins souvent que ce que les gens pensent. C'est souvent une excuse qui est utilisée, comme le fait que les locataires ne payent pas, les locataires vont tout casser. C'est une excuse qui est utilisée par beaucoup de personnes pour ne pas investir en immobilier. Ça arrive dans un pourcentage de cas très très faible. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour essayer de réduire ça et faire en sorte que ce ne soit pas pénalisant, puisqu'en fait, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que ce ne soit pas pénalisant pour la suite de notre parcours immobilier. Donc première chose, si ça vous arrive sur votre premier bien, c'est vraiment pas de chance, mais dites-vous que la probabilité que ça se produise de nouveau est quand même relativement faible. Pour limiter ça, qu'est-ce qu'on fait ? En immobilier, on dit on a les locataires qu'on mérite. Et je pense que c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, le bien dans lequel c'est arrivé, dans le bien qu'on possède ensemble, c'est un appartement qui n'était pas encore rénové. Et il a été dégradé encore plus. C'était une locataire qui était déjà en place quand on a acheté le bien. Et du coup, effectivement, on n'a pas pu avoir la main dessus. Ouais. En fait, je suis en train de réfléchir, mais toutes les fois où ça m'est arrivé, et ça a dû m'arriver 3 ou 4 fois, ce qui est très peu, vous voyez, sur une dizaine d'années avec plus de 200 appartements, c'est systématiquement arrivé sur des locataires qui étaient déjà en place au moment où j'ai racheté. C'est jamais arrivé sur des locataires qui sont rentrés après. Qu'est-ce qu'on fait ? On rénove ses biens. On loue des biens de qualité. Si on loue des biens de qualité qui sont propres, avec des parties communes qui sont propres, on va attirer des gens qui sont d'un profil différent. On sélectionne les gens correctement quand ils rentrent dans le logement. Et avec ça, on réduit fortement le risque de dégradation. En tout cas, de dégradation forte. J'enlève toutes les petites dégradations qui peuvent arriver avec un locataire qui peut être un petit peu moins soigneux qu'un autre. Là, on parle vraiment de dégradations qui sont de l'ordre de il faut tout casser et tout refaire à l'intérieur du logement. Donc en faisant les choses comme ça, déjà, on limite fortement le risque. Ensuite, 2 choses. On peut avoir une assurance qui peut nous couvrir contre les dégâts. Ça peut être une bonne idée. Un petit peu de la même façon que dans la vidéo, on a parlé de la garantie loyer impayé. Ça peut être intéressant d'avoir ce type d'assurance quand on a peu de biens, puisque effectivement, un bien dégradé va nous mettre potentiellement à risque en termes de trésorerie. Et puis pour le coup, si on n'est pas capable de rénover et de remettre la trésorerie pour rénover, on a un problème puisqu'on ne loue plus et on a toujours la mensualité. Donc ça peut vite être quelque chose qui devient sensible. Donc une assurance. On peut aussi prendre une caution. Moi, je sais que dans au moins 2 des cas où j'ai eu des dégradations, c'est la caution qui a été facturée et qui a payé puisque la caution était solvable. Donc la caution, c'est le garant, ouais, qui s'appelle garant ou caution. Effectivement, il y a la caution du locataire et le garant qui s'appelle des fois caution solidaire du locataire. Donc bien sûr, la caution du locataire est gardée dans ce cas-là et on va aller demander un complément à la personne qui s'est portée caution, qui s'est portée garante pour lui. Et il n'y a pas de limite dessus. J'ai un cas d'une personne qui malheureusement était déjà dans le logement quand j'ai acheté un immeuble, qui était quelqu'un de pas très honnête, qui a terminé en prison ensuite, donc qui a été enlevé de cet appartement-là. Et nous, on a récupéré un appartement qui était dans un état lamentable. Et c'est le papa de cette personne-là qui a financé la rénovation de cet appartement. Il y en avait pour plusieurs milliers d'euros. Et ça lui a été facturé. Donc pensez bien à ce système de garant qui peut être vraiment
qui peut vous sauver la vie. Et pensez à vérifier que le garant est solvable de son côté aussi en amont. Je voudrais ajouter quelque chose parce que cette thématique, c'est quelque chose qui fait très peur et qui peut décourager les gens d'agir. Et l'exemple que je prends toujours, c'est de dire « Ok, quoi que vous fassiez, vous allez avoir un risque et il faut l'assumer, il faut faire en sorte de le minimiser. Mais si vous n'agissez pas, ça va être encore pire. » Beaucoup de gens vont se dire « D'accord, je sais que si j'achetais ce bien immobilier, ça va par exemple m'enrichir de, si on prend l'amortissement, la hausse de la valeur du bien et l'éventuel cash flow, ça va m'enrichir de 1 000 € par mois sur les 20 prochaines années. » Je ne dis pas que la personne va toucher 1 000 € par mois. Je dis juste que si on rembourse 1 300 € de crédit, il va y avoir par exemple 1 000 € de capital et 300 € d'intérêt. Donc c'est 1 000 € qui rentrent dans notre patrimoine tous les mois, même si on pourra les toucher que quand on revendra le bien. Donc imaginons cet enrichissement de 1 000 € par mois. Prenons quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois. Donc c'est quelqu'un qui va sacrifier entre guillemets 35 heures par semaine de son temps pour un employeur, plus le trajet le matin et le soir. 5 jours par semaine. Quelqu'un qui va sacrifier 35 heures pour gagner 3 000 € par mois. Et en fait, certaines de ces personnes vont se dire « je ne vais pas investir dans l'immobilier parce que j'ai des risques d'impayés, de dégradation, etc. » Mais attendez, vous allez acheter un bien immobilier. Ça va vous prendre évidemment un petit peu de temps entre la recherche, le compromis, le financement, les travaux, etc. Mais ensuite, ça va aller. Et puis, vous allez avoir peut-être 1 fois sur 100 un impayé, peut-être 1 fois sur 1000 une dégradation. Mais quand on compare ça et le gain que vous avez de 1 000 € par mois au travail que vous fournissez 35 heures par semaine pour 3 000 € de salaire, un exemple, mais en fait, c'est incroyablement plus rentable de faire de l'immobilier. Donc ne laissez pas votre cerveau utiliser ces cas extrêmement rares et particuliers pour anéantir votre volonté d'investir dans l'immobilier, alors que, par ailleurs, vous consentez à passer toute votre semaine à travailler pour un employeur pour 3 000 € par mois. J'aime bien l'expression « faire les maths ». Si vous faites les maths, que vous posez d'un côté et de l'autre ce que ça vous rapporte en heures de travail, en contraintes, etc., il n'y a pas photo. Évidemment qu'il faut investir dans l'immobilier. Et donc l'important, c'est de rationaliser et de se dire « je vais faire les choses correctement pour minimiser les risques d'impayés, de dégradation, mais je vais le faire ». Ça, c'est la bonne manière de raisonner et surtout pas se laisser embarquer par « il y a des risques, donc je ne le fais pas ». Quoi que vous fassiez, il y a des risques. À chaque fois que vous prenez votre voiture le matin pour aller au travail, il y a des risques. Vous pouvez avoir un accrochage, un accident, mais vous le faites quand même. C'est pareil avec l'immobilier, c'est pareil avec l'investissement, quel qu'il soit. Le travail de l'investisseur, c'est de minimiser les risques, mais surtout de ne pas se laisser entraîner par la peur totale du risque qui paralyse. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.